Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce 19-20 en Midi-Pyrénées. Au sommaire de cette édition, une nouvelle vidéo relance le débat sur les violences policières prises lors d'une manifestation à Toulouse. Elle montre un policier repoussant une femme violemment. Une enquête a été ouverte. Nous avons rencontré l'auteur de cette vidéo. En attendant l'Euro, c'est un match de football insolite qui s'est joué aujourd'hui. 2016 joueurs sur un terrain à tour de rôle tout de même. Beaucoup de buts, beaucoup de sourires pour le bénéfice d'associations caritatives. Trop méconnus, les vins de l'Aveyron s'exposent ce week-end d'un salon à Rodez pour casser une mauvaise réputation. Tous les producteurs du département y participent. Reportage en fin de journal. C'est donc une vidéo, une de plus, qui tourne en boucle sur le web et elle met à nouveau en cause l'attitude des forces de l'ordre lors des manifestations, cette fois encore à Toulouse. Yann-Olivier Damon-Loire et Denis Mardarker ont rencontré l'auteur de la vidéo et visionné toute la séquence qui ne laisse que peu de place à l'interprétation. J'ai commencé à filmer un premier matraquage d'une personne. Ensuite, il y a eu des lacrymos qui ont dispersé les gens. Les policiers ont repéré quelqu'un en face de l'autre côté de la route et ils sont allés l'interpeller. Une femme qui était là a voulu rendre le pull de la personne interpellée qui était tombée à ce moment-là. Ensuite, elle a essayé de le remettre à un autre policier. Elle l'attrape par le cou et il la plaque contre la rambarde et il la jette au sol dans le même geste. Depuis 2010, Ben Harcourt photographie ou filme toutes les grandes manifestations contre l'ordre établi pour en témoigner sur les réseaux sociaux. Ces images ne reflètent pas un guet-apens, une mise en scène, mais bien la réalité de ce qui s'est passé jeudi en marge de la manifestation contre la loi travail à Toulouse. Il s'agit bel et bien d'un dérapage des forces de l'ordre. Plusieurs mois que nos collègues sont suremployés sur ces manifestations-là et c'est vrai que nous ne sommes pas à l'abri, comme tout être humain, de déraper à un moment donné. Après le comportement du collègue qui la jette sur la rambarde, on ne sait pas si c'est en réaction à quelque chose, à des mots ou autre, et elle peut s'expliquer sur le facteur humain. Alors c'est vrai que nous devons faire preuve d'exemplarité, mais dans le contexte actuel, ça devient de plus en plus difficile, il faut le dire. La saturation des membres des forces de l'ordre, pour les défenseurs des droits de l'homme, c'est peut-être une explication, mais en aucun cas une excuse. On constate que les responsables politiques prennent systématiquement le parti des policiers, les protègent d'une certaine manière et créent ainsi un sentiment d'impunité qui ne peut que favoriser la multiplication de ce type d'incidents. Je ne peux que me féliciter qu'une enquête soit ouverte auprès de l'IGPN. J'attends d'en connaître la suite parce que malheureusement, on sait aussi que les enquêtes de l'IGPN sont quelquefois le meilleur moyen d'enterrer ce type d'affaires. Cette enquête administrative interne à la police nationale montre que ces images sont prises très au sérieux par les autorités. Mais pour l'instant, aucune plainte n'a encore été déposée pour donner à cette affaire des suites judiciaires. Depuis lundi, Jean-Louis Queyrou est jugé pour le meurtre de Patricia Wilson. Il a tenté de se suicider la nuit dernière dans sa cellule. Jean-Louis Queyrou se dit innocent du meurtre de cette Anglaise installée dans l'Aveyron et disparue en 2012. Le corps n'a jamais été retrouvé. Mais des témoignages sont venus accabler l'ancien amant cette semaine. Le procès aurait dû reprendre lundi. Son avocat se désole de ne pas avoir été prévenu de la tentative de suicide de son client. On l'écoute. Ni le président des assises, ni l'avocat général n'a pris le soin de m'en avertir, ni même la maison d'arrêt d'ailleurs. Donc je l'ai su grâce à un confrère qui a eu l'amabilité de me le dire, qui le tenait elle-même par d'autres sources. Mais officiellement, à l'heure qu'il est, je n'ai même pas été averti, ce qui est un certain mépris de la défense. Je suis effondré pour deux raisons. La première, c'est que ça fait 3 ans que Jean-Louis se bat pour crier son innocence. 3 ans que l'instruction se déroule à charge, qu'il a eu le sentiment à cette audience que de toute façon, on avait décidé de le condamner. Il était désespéré, il l'a d'ailleurs dit légèrement hier. Si on avait bien écouté ce qu'il disait, on aurait dû se douter de ce qui s'était passé. Et je suis très inquiet pour lui. Tous les départements de la région restent ce soir placés en vigilance orange par Météo France. Alerte aux orages et à la grêle. Le retour à un temps plus calme est prévu en cours de nuit. Après Toulouse, ce sont les parents d'élèves de Saint-Alban et Tournefeuille qui se mobilisaient aujourd'hui. Ils réclament le maintien d'une assistante par classe. Ce matin, ils étaient environ 150 à manifester à Tournefeuille. Stéphanie Bousquet et Virginie Beaulieu étaient sur place également. Depuis plusieurs mois, les pétitions se multiplient. Et ce matin, parents d'élèves et enseignants de Tournefeuille ont décidé d'organiser une marche familiale de protestation. En cause, la suppression en 2014 de 5 postes d'ATSEM sur la commune, ces agents territoriaux spécialisés qui travaillent dans les écoles maternelles.
Depuis qu'on a une ATSEM en moins par école, tous les jours, je vois que les ateliers, c'est difficile. Encadrer les sorties, quand il n'y a pas l'ATSEM avec nous, c'est difficile. Voilà. Pour des raisons de restrictions budgétaires, depuis 2 ans, Tournefeuille ne dispose plus d'une ATSEM par classe. Certains enseignants se retrouvent régulièrement seuls avec leurs élèves. On est tout seul avec, pour moi, 29 enfants, un double niveau. Donc je peux pas être, je m'occupe moins effectivement, même si j'essaie de faire mon maximum, j'ai moins de temps pour chaque enfant. Donc concrètement, oui, ça pénalise les enfants. S'il y a un accident de pipi, de vomi ou n'importe quoi, elle ne peut pas laisser la classe toute seule, elle ne peut pas accompagner l'enfant pour ses problèmes et donc on se retrouve devant un problème de sécurité. Il y a aussi des problèmes dans l'encadrement des activités en petits groupes. C'est impossible si l'enseignant est seul devant sa classe. Ce matin, le maire de Tournefeuille a reçu des représentants de fédérations de parents d'élèves. Mais avec la baisse des dotations de l'État, pour lui, impossible d'embaucher pour la rentrée. Nous entendons les interrogations des familles, également celles de nos agents, mais il convient de faire évoluer l'organisation. Et la suppression effectivement des postes de la SEM nous amène à regarder l'organisation et de trouver des solutions, des aménagements pour que nous maintenions une qualité de service d'accueil des enfants de la ville. Les écoles de Plaisance-du-Touche et de Saint-Alban sont aussi concernées par ces suppressions de postes. Une pétition circule en ligne, elle a déjà recueilli plus de 1000 signatures. Et d'autres manifestations attendues cette semaine, mais cette fois contre la loi travail. On lira sur le site internet de France 3 Midi-Pyrénées qu'une manifestation intersyndicale est officiellement prévue jeudi à Toulouse, mais d'autres actions pourraient être décidées en début de semaine. Un contexte social très tendu alors que l'Euro de foot débute le 10 juin en France. Premier match à Toulouse le 13. Mais les festivités ont déjà débuté. Aujourd'hui, le défi était de rassembler 2016 joueurs pour un match pas comme les autres auxquels ont assisté Serge Djian et Thierry Villéger. L'équipe blanche, vous êtes prêts? L'équipe bleue, vous êtes prêts? Ça y est, ça démarre. Allez, à vous de jouer. Les bleus contre les blancs pendant 12 heures non-stop. Petits et grands, garçons ou filles, parents et enfants mélangés se retrouvent autour d'un ballon. Aujourd'hui, tu sais pourquoi on organise tous ces matchs? Pour préparer l'Euro. Je vais jouer un match et j'espère qu'on va gagner. C'est très dur parce qu'ils ont la condition et pas nous. C'était super bien avec les gamins, on s'est éclatés et puis ça nous a permis de jouer avec eux un peu, ce qui arrive rarement. Je suis maman, après footballeuse, non. Ça va vite, hein? Ça va très vite. Mais c'est sympa comme initiative, très très chouette. Réunir 2016 joueurs sur une journée sans chercher un record, un projet étonnant. J'ai eu cette idée une nuit, j'ai proposé ça à mes copains de l'association Agnès Cyril, ils m'ont regardé bizarrement, ils m'ont dit pourquoi pas. Ils m'ont pris un peu pour un fou, mais on l'a lancé, puis aujourd'hui on se rend compte que c'est réalisable. 17 entreprises soutiennent l'événement. J'ai eu envie d'aller plus loin avec eux et d'être partenaire de cet événement, mais surtout des actions qu'ils peuvent mener. Notamment également sur ce qu'ils proposent auprès de l'hôpital Sourire, ça touche encore les enfants et je trouve que c'est une belle cause. L'association de Mathieu Vrillard met en valeur les footballs singuliers comme le Cécifoot. Les déficients visuels ont eux aussi leur championnat d'Europe des nations. En rugby, Bayonne-Colomiers, demain à 14h sur France 4, c'est l'affiche d'une des demi-finales de Pro D2, le couronnement d'une saison pour les Columérins, comme on va le voir avec ce reportage de Yann-Olivier Damon-Loire et Jean-Pierre Duns. Ils ont entre 14 et 16 ans et s'entraînent pour une finale, pour 2 finales. C'est un exploit dans l'histoire du rugby français. Les équipes cadets première et deuxième année sont toutes deux qualifiées pour leurs finales respectives en championnat de France. À l'US Colomiers, la formation, c'est un fondement du club. Par génération, il faut qu'on arrive à amener peut-être 1 ou 2 joueurs pour essayer de matcher en équipe 1. Ça, c'est quand même très difficile. Notre volonté que nous avons, c'est que chaque joueur, essayons de l'amener à son potentiel maximum. En Pro D2 dimanche dernier, 8 des 23 vainqueurs de Carcassonne avaient été formés au club. Cet esprit d'équipe, renforcé chaque année, a permis à un effectif peu remanié de progresser régulièrement depuis la remontée en regardant toujours vers l'avant. Toujours de l'objectif, avec des garçons qui sont bien, des gars qu'on a de fédéral, des anciens qui sont venus, ils vivent bien, on a un groupe qui vit bien, et toute l'année, et puis là,
Et on leur dit, on leur répète, les mecs, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Dimanche à Bayonne, il y en aura un de plus. David Scrella, l'ouvreur à la carrière impressionnante, revenu depuis 3 ans, en faire profiter le club de ses racines. Cette demi-finale, c'est une source de motivation, mais aussi d'appréhension. On va penser au match plus souvent qu'à l'accoutumée, donc voilà. Après, il ne faut pas jouer le match avant non plus. Voilà, bien se préparer, faire que tous les détails soient prêts pour le match, et voilà, surtout être prêt dimanche pour 14h et pas avant. Colomiers, 5e de la saison régulière, c'est tout sauf une surprise, même si cela s'est fait dans la discrétion. Colomiers en demi-finale à Bayonne, c'est le match à gagner. Il va falloir batailler cette équipe de Bayonne qui est bien en place, qui entame très bien ses matchs, qui a une conquête vraiment très solide, des joueurs quand même avec beaucoup de puissance et de rapidité et de vitesse derrière. Donc voilà, on va avoir un quart d'heure, 20 minutes où il va falloir être costaud, où il va falloir mettre en place une défense vraiment très bien organisée, qui va aller presser très haut. Et la stratégie, on l'a. Voilà, pas tout détaillé, mais les ingrédients, on les a et on les a travaillés pendant 4 ans. 4 ans de travail acharné. Ces phases finales, c'est un rêve qui se concrétise avec un objectif, faire de Colomiers en top 14 un jour une réalité. Et du côté du top 14, justement, les phases finales approchent et la bataille est rude dans le haut du tableau. Toulouse garde l'espoir d'accrocher une 4e place et un barrage à domicile. Match face à Clermont demain, mais l'enjeu est surtout pour le Castres Olympique qui doit reprendre et assurer sa 6e place. Castres Olympique en déplacement à Oyonnax ce soir. Cyclisme à présent, les petites reines de Kaboul sont à Albi, première compétition internationale pour Massouma et Zara. Elles font partie de l'équipe féminine d'Afghanistan, porteuse d'espoir mais menacée de mort par les talibans. Christophe Chassaigne. Jamais sortie de l'Albi Vélo Club n'aura mobilisé autant de gendarmes. Mais ces 2 jeunes femmes sont plus que de simples cyclistes afghanes, menacées de mort par les talibans parce qu'elles osent monter sur un vélo. Ce sont de véritables symboles. D'ailleurs, Massouma et Zara n'en reviennent toujours pas d'être aujourd'hui en France. N'importe quel cycliste afghan rêve de courir une grande course, comme le Tour de France. Et moi, je suis comme les autres. C'est un honneur d'avoir la chance de participer à cette grande course, ici, à Albi. Touchés par cette obstination à pédaler pour faire évoluer le statut des femmes, les organisateurs de l'Albigeoise ont réalisé leur rêve. Bien sûr, ce n'est pas encore le Tour de France ou leur objectif actuel, les Jeux Olympiques, mais c'est déjà un grand bonheur. C'était notre rêve de venir ici participer à une aussi grande course et nous sommes vraiment heureuses. Dimanche, ce sera le grand jour pour Massouma et Zara. Cette course amateur leur permettra peut-être d'être sélectionnés pour les championnats du monde. Ce sera à Perth, Australie en septembre. Comme quoi, le vélo peut permettre de franchir les océans. Je vous le disais en titre, les vins de l'Aveyron veulent enterrer leur mauvaise réputation. Alors, une journée découverte était organisée à Rodez aujourd'hui à l'initiative de tous les producteurs du département. Mathilde Laban, Luc Tazelmati. C'est un territoire un peu snobé par les amateurs. Les vins d'Aveyron méconnus du grand public, invités à se laisser charmer les papilles. On connaît les vins de Bordeaux, de Bourgogne, d'Alsace, mais pas l'Aveyron. J'aime l'ambiance, le goût du vin. J'aime tout ici. Il faut dire que certains avaient jusqu'ici un peu mauvaise réputation. C'est le cas du Marcillac qui a bien changé. Il est un peu moins rude, rugueux. Quand on le déguste, il est plus facile à boire qu'il y a 10-15 ans, c'est vrai. On a goûté 3 années, 2015 très fruité, 2014 un peu rude et 2013 est très agréable. Aujourd'hui, le Marcillac, c'est 200 hectares de production, une AOP, appellation d'origine protégée, et pour ce producteur, des ventes dans le monde entier. C'est un vin qu'on boit à New York, du Marcillac, qu'on boit au Japon, qu'on boit en Angleterre, qu'on boit un peu partout. Je fais moi-même 30% d'export par rapport à ma production. Et c'est peut-être dans son pays qu'on n'est pas tout à fait prophète, et c'est peut-être pour cela qu'on est aussi à Rodez aujourd'hui.
Mais si les vins d'Aveyron sont encore peu connus, c'est que les vignobles sont petits en taille, peu de bouteilles, donc peu de visibilité. Ce producteur en bio de Côte de Millau croule sous les commandes. On vend des vins relativement assez jeunes parce que vu le manque de production, il faudrait planter. Mais le problème, c'est que dans notre région, on ne plante pas comme ça, quoi. C'est pas tout plat, ça pêche, donc on le fait au fur et à mesure. Mais déjà bien faire ce qu'on a et s'agrandir petit à petit. S'agrandir pour avoir toute sa place dans la nouvelle grande région qui détient le plus grand vignoble au monde avec 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et aussi bon soit-il à consommer avec modération, bien sûr. Et ainsi se referme ce journal. Après la météo, le JT Occitan. Nous, on va se quitter sur les images de 3 oursons nés cette année au parc animalier de Bossost. Ils attendent d'avoir un prénom. Un concours sera bientôt lancé sur Internet. Le 19-20 continue. Très belle soirée et à demain.